3, 2, 1. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Telle Mère, Tel Fils. Hey, merci d'être encore là. Carl, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on a commencé notre podcast avec beaucoup de travail, beaucoup de... C'est quand le premier? Je sais pas, mais je sais que ça fait 6 mois. On a commencé en janvier, en fait. Depuis novembre, on est là-dessus. Et, comme vous savez, tous ceux qui nous écoutent en auto, tous ceux qui mettent leurs écouteurs ou qui nous regardent sur YouTube, je vous remercie d'être là. Puis on a de plus en plus de monde à chaque semaine. Il y a même des journalistes qui nous écoutent. C'est vraiment le fun. Et vous savez, Carl et moi, on reçoit que des gens qu'on admire, qu'on aime, qu'on capote. Mais, excepté cette semaine. Non, mais cette semaine, c'est un de mes grands amis. Je vais vous expliquer dans le podcast comment on s'est rencontrés, mais avant, je vais vous présenter Dr. Sylvain Guimont. Juste Sylvain Guimont. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais moi, ça m'impressionne que tu sois un docteur. Ça, c'est un docteur. Oui, c'est ça, mais... Ben, tu as un doctorat. J'ai un doctorat. Mais donc, tu es docteur. Oui, mais... Pourquoi tu n'es pas bien? T'es-tu pas bien pour vrai ou t'es... Non, c'est parce qu'il faut dire Sylvain Guimont, docteur en psychologie du sport. Ça fait long, là. Fait que juste Sylvain Guimont, OK, tu peux pas avoir le docteur avant. C'est ça qu'Isabelle Huot nous contait l'autre jour. Ça paraît Isabelle. À cause c'est juste ici que c'est comme ça, parce qu'aux États-Unis, t'es... Même en Ontario, là. OK, c'est juste ici. Ouais. Tu peux le mettre entre les deux. Sylvain, c'est comme un surnom. Mais il faut le dire à la fin, puis dire c'est quoi notre spécialité. C'est vrai. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bienvenue, puis merci d'être là. Ben oui. Merci d'être là. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'avais hâte. On se parlait souvent. Ah oui. On se disait comme on se disait, on essayait de le faire sans Geneviève, on est plus capable. Exactement. Toi, tu n'es plus capable, hein? OK. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui connaît Sylvain Guimont. Surtout les amateurs de sport en général. Il y en a beaucoup. Oui, à RDS. À RDS. Mais j'ai écouté... tu sais, Sylvain, on se connaît quand même... Pas depuis 20 ans, mais le peu qu'on s'est connu, c'est intense. Oui, oui. Fait que moi, je dis qu'on a un 15 ans en 2 ans, là. Parce qu'on connaît tout, presque tout. On ne sait jamais rien cacher. On a passé 5 heures à parler sans arrêt dans un avion. Oui. Lui, il parlait-tu? Oui, les deux. T'as pas eu le Arrête, temps, on est les deux malades, là. Ah ouais. Puis, c'est fou le monde qui te connaît, par exemple. C'est fou le monde qui te connaît à RDS. C'était une personnalité... Mais moi, tu sais comment je t'ai rencontré, hein? Oui. Est-ce que toi, tu le sais comment je l'ai rencontré? On s'allait pour Chantal Lacroix. Non, la première fois que je t'ai vu. Oh non, c'est vrai. Tu étais venu à une de mes conférences. C'est ça. Oh, ça, c'était... Je vais vous expliquer parce que dans le jour, moi, je travaille en assurance et je suis allée dans un colloque c'était des affaires de maison, hein? L'OCCQ, whatever. Oui. C'est gros, là. C'est un gros séminaire immense. Il y a 1000 personnes. Et dans cette journée-là, moi, je représentais ma compagnie avec un autre monsieur. Puis on se réunissait dans des tables. Puis, finir le séminaire, il y avait un conférencier qui s'appelait Sylvain Guimont. Moi, je ne savais pas c'était qui du tout, parce que moi, je ne suis pas une amateur de sport. J'écoute pas RDS. Et je voyais du monde qui capotait déjà quand ils t'ont appelé. Et là, je regarde la conférence de Sylvain Guimont. Et de toutes les conférences que j'ai vues, et je suis sincère, c'est la meilleure, c'est celle qui est là. Le message, c'est drôle, c'est touchant. Tu as de tout, tu touches tout. C'est phénoménal, cette conférence-là. Wow. C'est artistiquement phénoménal, mais c'est humainement phénoménal. Et j'ai dit, ce que je ne fais jamais, j'attends pour lui parler après. Je dois parler à cet homme-là qui vient de nous parler pendant 1 heure et demie de temps et que ça a passé comme 5 minutes. C'est la meilleure chose que j'avais vue. C'est sérieux, c'est quelque chose, ta conférence, Sylvain. Je ne sais même pas si tu t'en rends compte. Et là, on est plusieurs qui attendent après. Hein? Il y a beaucoup de monde qui t'attend après la conférence parce que là, ça fait plusieurs qu'on fait ensemble. Et là, j'attends et là, je le vois. Puis je vois que tu parles à tout le monde, mais c'est quand même impersonnel parce que là, t'en as un autre, puis t'en as un autre, puis t'es habitué. Fait que moi, j'arrive, je fais « Bonjour, M. Guimont. Mon fils, il joue au football. Vous avez parlé de commotion cérébrale. » Moi, mon fils, il est à Sherbrooke. Il me dit « Tu lui diras de m'appeler ton fils. » J'ai dit « Moi, je pense qu'il y a eu des commotions. » Puis ça, oui, il m'a dit « Je veux que ton fils m'appelle. » Il dit à il y a un monsieur qui le suit, il dit « Prends ses numéros, donne-y mon numéro, donne-y mes affaires, je veux que son fils m'appelle. » Je dis « En passant, moi, je fais des conférences et après avoir vu votre conférence, jamais plus je vais me nommer une conférencière. Je ne serai pas capable d'avoir le même titre que vous. C'est la meilleure conférence. » Il dit « Merci, t'es super fine, ça, puis je suis partie. Et là, j'ai découvert Sylvain Guimont de cette façon-là. Chantal Lacroix m'appelle, elle dit « On fait un camp SOS Santé. On veut parler de la santé mentale, physique, et je veux un camp où il y a des conférenciers qui viennent nous parler. » Je dis « OK, c'est cool. » Je dis « Oui, je signe le contrat. » Je ne demande pas qui est là. J'arrive à l'aéroport, je vois Sylvain Guimont.
Le gars que j'ai capoté, il va donner des conférences. Je dis, ben, ça se peut pas. Je prends mon billet d'avion, je rentre dans l'avion, je vais m'asseoir. Je suis à côté de Sylvain Guimond. Et moi, je suis à côté de Geneviève Gagnon. C'est plus ça. Et sa femme, Joanne. Et là, je les connais pas, ils me connaissent pas. Bonjour, on reste poli. Je dis, moi, M. Guimond, je vous ai vu en conférence. Puis, il se souvenait que j'avais dit, moi, je suis une conférencière, mais jamais plus je vais m'appeler conférencière. Ça, tu te souvenais de ça? Et là, pendant cette semaine-là, toi, tu as donné une conférence puis tu as fait un spectacle d'humour. C'est un genre de mix assez incroyable. Puis après, j'ai trouvé ça tellement bon que je me suis levé debout. J'ai dit, j'ai pas dit Geneviève, j'ai dit Isabelle. Tu as dit, ben là, je m'appelle Geneviève. Puis je me mélange tout le temps parce que je suis dyslexique, dysorthographique, puis j'ai pas beaucoup de mémoire. Fait que je dis, Geneviève, je pourrais plus jamais faire de blagues dans mes conférences parce que là, j'ai vu le summum de c'est quoi rire pendant une conférence. Je pourrais plus jamais dire que je fais des blagues d'humour. Il venait de me redonner le même compliment que je lui avais donné. C'était émouvant. C'est comme ça qu'on a commencé notre amitié. Ouais. C'est une amitié qui est très grande parce qu'on se voit régulièrement avec d'autres amis. Et c'était une personne de cœur. C'est pour ça que les gens t'aiment autant. Pareillement. Ben c'est ça, on se reconnaît tous les deux. On est assez fous. Mais on est vrai, on est fous. Ça, c'est sûr. Quand on est arrivé, on est allé faire la dernière fois, c'était des humoristes. Et là, je suis invité pour être dans cette série de conférenciers-là. Mais là, c'est plus des conférenciers, c'est des humoristes. Bien, c'était les deux. C'est uni pour la cause. Donc, il y avait des shows d'humour et il y avait des conférences. C'est ça. Mais c'était presque tous des conférenciers de réputation comme toi, là. Tu sais, Philippe Laprise, tout ça. Puis... Il y avait Dom Pocket. Puis... puis là, c'est ça, exactement. Puis là, je me disais, hey, je veux pas être avec des humoristes. Et là, je me suis dit, ben non, mais moi, dans ma famille, c'est Olivier Guimond. Je dis, ces gens-là, il vient de la famille d'Olivier Guimond, en fait. Ces gens-là se battent pour un trophée qui porte mon nom ou presque. Fait que là, j'ai dit des blagues. J'ai dit, vu que là, c'est quelque chose d'humour, je peux, voler les punchs des autres. C'est ça qui fait l'humour. J'ai le droit de sacrer parce que là, on fait de l'humour. Puis c'était bien plaisant. On a eu bien du fun. Non, mais t'es drôle, en esti. Mais Sylvain Guimond, toi, tu te spécialises en sport. Mais pourquoi puis comment ça a commencé? OK, bien... Parce que tu te spécialises en sport, on va se dire vraies affaires. Oui, moi, je viens du monde du sport. Oui. Mais jeune, j'étais pas très bon à l'école. Je suis dyslexique, dysorthographique. C'est quoi dysorthographique? Bon, ça veut dire que quand je vais écrire, les lettres vont se mêler. Je vais avoir de la difficulté à écrire. J'ai des problèmes d'apprentissage assez grands. Et j'ai échoué ma 3e année. Jeune à l'école, j'ai échoué. Au secondaire, j'ai échoué aussi. Puis ça a été difficile. L'école était difficile pour moi. Mais dans le sport, j'avais beaucoup de facilité. Fait que je jouais au hockey et au baseball. Et quand je suis arrivé à 18 ans, j'avais le choix de jouer soit au hockey ou au baseball. Puis j'ai fait une partie dans le baseball élite au Québec. Puis une partie au hockey. Mais au hockey, je suis à la hauteur des jackstraps des autres. Ils ont des jackstraps au hockey? Oui, c'est ça. Et là, c'est sûr que j'ai pas été invité à des camps d'entraînement junior majeur. J'étais plus petit que tout le monde. Et j'ai eu une offre pour jouer au hockey aux États-Unis. Et ça payait mes études. Dans ce temps-là, les États-Unis, ils avaient gagné en 1980. Je suis vieux, là. En 1980, ils avaient gagné à Lac-Placide aux Olympiques. Donc, la médaille d'or. Ce qui n'était pas... c'était pas normal pour les Là, Olympiques. je t'arrête, là. Tu joues au hockey. Oui. Ils viennent me chercher. T'es pas la bonne hauteur. Tu dis que t'as pas la grandeur voulue. Oui, c'est ça. Donc, tu joues en estique, là. Oui, je suis bon. Puis, il y a quelqu'un qui t'a recruté. C'est comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Là, j'ai eu une offre pour jouer universitaire avec une partie de mes études qui était payée. Oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis. À SUNY, State University of New York. Là, je suis parti d'ici pour faire ça. Et par la suite, je suis revenu à l'Université McGill avec Louis Redmond. J'ai arrêté là. J'ai une blessure assez grave, un croisé antérieur. C'était un joueur de football. Ouais, je sais, ouais. De quoi je parle. Fait que ça, à cette époque-là, c'était 1 an sans jouer. Fait que après, j'ai un pas... an? Ouais. Ça n'a pas évolué tant que ça. Ça prend encore pas mal de temps. Ça prend presque 6 mois, 1 an, là, s'ils le font. Ça dépend s'ils le font avec soit le liquide au jambier ou soit avec
avec le tendon rotulien. Il y a différentes méthodes de faire l'opération, mais je suis revenu au jeu, j'ai continué à jouer. Mais le monde du sport, pour moi, c'était ça. Puis j'ai fait un bac après en éducation physique à l'Université McGill. Et dans ma classe, Mike Babcock était dans ma classe. On a gradué en même temps. Ah ouais? Oui. On est de la même promotion. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, par la suite, j'ai commencé à développer des logiciels pour des athlètes. Comment tu te rends là à développer un logiciel? Puis pourquoi? Je faisais des tests dans les laboratoires. Ça commençait, la médecine sportive commençait là, de faire tous les tests de VO2 max, force musculaire, endurance musculaire, flexibilité, fonction pulmonaire, puis de la biomécanique. Puis ça, c'était nouveau. Fait que là, c'était fait à la main. Fait que je me suis dit, il faudrait qu'on commence à informatiser ça. Et là, c'était le début des PC. Là. Les gens se souviennent de ça, là, c'était des XT, puis ça 120 cas de mémoire. C'était vraiment pas puissant. Là. C'était moins puissant qu'on a maintenant pour une clé USB. Oui. C'était tout petit. Et là, c'était un premier logiciel. Et j'ai développé un logiciel d'évaluation de la posture qui a servi à des athlètes olympiques ici. Puis là, la porte est ouverte aux Jeux olympiques à Atlanta. Je suis allé présenter là-bas, puis j'ai commencé à vendre de mes logiciels. Donc, je suis devenu plus un entrepreneur au niveau du logiciel. Puis en 99, on est allé au niveau du Nasdaq aux États-Unis. Et là, on a été acheté par une division d'un groupe qui s'appelle Grey. Et un groupe de gens d'affaires qui ont fait l'acquisition de 51 de ma compagnie. Puis là, on a exporté ça. Maintenant, c'est dans 32 pays. C'est traduit en 6 langues. C'est 1 million de patients qui ont été évalués. Et ça continue toujours. C'est toujours là. Ça. C'est gros ce que tu comptes, là. Ben oui. Ouais, ben ça n'a pas de sens. Mais là, ça a servi pour la NBA, pour les combines. Les combines, quand on fait le repêchage des joueurs dans la Ligue nationale, la NBA, dans la NFL, Major League Baseball, les 100 meilleurs joueurs qui vont être repêchés, il y a des examens médicaux qui se font. Puis mon logiciel est utilisé pour eux depuis très longtemps. Fait que j'ai eu la chance de faire ça. Puis par la suite... encore tu dois avoir quand même amassé pas mal de données à travers les années. Tu dois voir, mettons, tu vois-tu une certaine courbe d'évolution des athlètes à travers les années? On le voit très bien. Ça doit être nice, on le voit très bien. Fait que c'était vraiment plaisant de faire ça. Et par la suite, j'étais en train de faire des tests pour la NBA. Okay. Et je rencontre une dame qui s'appelle Dr. Christina Versuri, qui est à l'Université de San Diego. Puis elle faisait les tests de personnalité. Puis je dis en dînant, sur le dîner, moi, quand je fais une évaluation de quelqu'un d'une posture, on dirait que je vois sa personnalité derrière sa posture. Puis elle me dit, hey, c'est intéressant. Elle dit, pourquoi tu ne viendrais pas faire une recherche avec moi ou écrire un papier ou faire peut-être une maîtrise sur ce sujet-là? Fait que je suis allé là faire une maîtrise, puis j'ai fait mon doctorat. Il y a de l'air de rien, pareil, hein? C'est ça. Fait que j'ai fait... Moi, je le regarde en blanc. On a un public, faites du bruit! J'ai fait mon doctorat sur la posture et la personnalité, mais en psychologie du sport. OK. Puis là, j'ai lié ça. C'est plus le body language. Oui, mais c'est vraiment la posture qu'on a représente souvent notre personnalité. Ouais. La personnalité des gens. Oui, on est soit extraverti ou introverti. Il y a 4 dichotomies. Là. Je ne veux pas embarquer trop là-dedans, mais la première dichotomie, c'est mon énergie. Donc, si je suis extraverti, j'ai besoin d'être avec des gens. C'est ce qui me donne de l'énergie. Si je suis quelqu'un qui est introverti, j'ai besoin de me retrouver seul. C'est ce qui va me donner de l'énergie. Ça, c'est la prise d'information, comme si c'est comme si je branchais l'ordinateur. Si je suis extraverti, elle vient de l'extérieur. Si je suis introverti, bien, l'énergie vient de l'intérieur, comme si c'était une batterie. Le deuxième point, c'est la prise d'information. Je suis soit sensitif ou intuitif. Donc, c'est l'intuition qui guide ma prise d'information ou c'est mes sens. Fait que je vais avoir plein de renseignements que j'ai besoin puis je vais poser 1000 questions. Ça, c'est sensitif ou intuitif. L'autre partie, c'est la prise de décision. Donc, quand je prends une décision, soit je la prends de façon émotive. Donc, feeler, ça veut dire F, qui est avec mon cœur. Donc, je vais faire toujours référence à mes sentiments. Ou ça va être un thinker, c'est quelqu'un qui va faire toujours le pour et le contre, puis il va peser le pour et le contre. À ce moment-là, c'était le rationnel. Et le dernier, c'est 2 femmes qui ont trouvé ça dans les années 40, parce que les 3 premières dichotomies, c'est un monsieur qui s'appelle Carl Jung. Au début... Carl Jung? Carl Jung, le psychologue qui a fait des recherches à la même époque que Freud, que Elder, que Maslow, que Pavlov, tout ça. Fait qu'eux autres, ils faisaient des études sur le comportement de l'être humain. Et il est arrivé à dire que l'être humain se comporte de certaines façons dans son comportement à cause de sa personnalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité,
mais on capture l'information puis on prend des décisions à partir des personnalités qu'on est. Et la dernière chose, c'est 2 femmes, la mère et la fille, qui s'appellent Myers-Briggs, qui est Myers et Briggs, la mère et la fille, qui ont fait le dernier, qui ont appelé l'attitude, donc la partie où c'est comme c'est un ordinateur, mais un côté, j'avais un Macintosh, puis de l'autre côté, j'ai un PC. C'est 2 ordinateurs, mais ils fonctionnent complètement différents. Les gens qui sont des J, les judgers, ils sont très structurés, organisés, ils ont besoin de planifier d'avance. Quelqu'un qui est un P, il sait pas c'est quoi il sait pas c'est quoi un agenda. Lui, il aime pas être... il va se fier à son attitude par rapport à improviser. Ouais. Il va improviser dans la vie de ça, moi aussi. Probablement qu'on est les 2... C'est toi, ça? Oui, ENFP, oui. Puis c'est le type... Il y a 16 types, puis ils sont linkés à des personnalités. Ma mère, elle sait ce qu'on mange à Noël dans 2 ans. Je suis en train de donner un cours universitaire. Puis elle s'assume. Je pensais que c'était pas sérieux, un podcast. Moi, je pensais non, mais moi, ça m'intéresse, okay. J'ai juste de quoi régler. Qu'est-ce que tu as dit? Je pensais que c'était pas sérieux. Je pensais qu'on faisait des blagues. Ben, on peut. On est rendu sur le bout de sérieux pas mal. Non, mais moi, j'aime ça. Moi, quand c'est le temps de sortir ta graine, c'est drôle. OK. C'est ça. Ben, c'est là. Parce qu'on a le droit de dire graine. C'est là. C'est là. On a-tu le droit de prendre une petite gorgée de bière? On est dans une brasserie. Ah oui. On est à la croisée des chemins, by the way. Premièrement, elle est très, très bonne. Oui. C'est quoi tu bois? Une blonde? C'est une blanche, puis elle est brassée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mario? Puis elle s'appelle... Comment elle s'appelle, cette bière-là? Quelle est la bière? Parce que là, je veux faire la promotion de la croisée des chemins. Oh. Blanche de Charlevoix. C'est une histoire. Je vous présente Mario, c'est lui le gérant. Il va nous dire ce qu'on boit. Viens à la caméra, Mario. La croisée des chemins, Chambly, il faut venir ici. Bonjour tout le monde. En ce moment, on boit la blanche de Charlevoix. Blanche de Charlevoix. Elle est très bonne. Oui, fallait avec un petit peu plus d'émotion. La blanche. On boit la blanche de Charlevoix. Merci, Mario. Venez voir Mario en grand nombre à la croisée des chemins de Chambly. Bon, la subvention est passée. On peut commencer à jaser. Eh là, 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 là. Sylvain, vas-y. Y a-tu plus d'athlètes dans le monde ou y a plus de gens qui savent trouver les athlètes? Est-ce qu'il y a plus de... Y a-tu plus d'athlètes dans le monde ou c'est juste que les gens savent plus selon leur corps, leur physionomie, s'ils vont avoir du succès ou non dans un sport? Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Ouais. On voit que tu es intelligent. Ah, ben gracias. C'est incroyable, c'est incroyable. Bravo, bravo. J'ai lu une étude là-dessus. Oui, quand j'étais à San Diego. C'est fantastique. En fait, le sport demande différentes caractéristiques. Puis, comme athlète, les gens ont des physionomies qui sont différentes. Mm-hmm. Donc, tu peux avoir un ectomorphe. Ça, c'est des grands minces qui vont avoir... Moi, ça. Ils vont, non. Ben oui. Non. Et mais, toi, tu viens de te mettre dans ma tête. Monsieur Guimond, vous n'auriez pas dû dire ça. C'est ça. Et les ectomorphes ont des fibres à contraction lente et ils vont être bons pour faire des marathons. Okay. Ça, c'est slow twitch. Okay. Donc, à contraction lente. Ceux qui ont des fibres à contraction rapide, c'est plus des mésomorphes. Mm-hmm. Et ces gens-là vont aller vers des sports qui vont demander de la rapidité. Mais où ils vont utiliser beaucoup plus des contractions qui sont rapides. Ils vont avoir plus de puissance, mais moins endurants. Et les derniers, c'est des gens qui sont plus des endomorphes. C'est des gens qui ont tendance à engraisser un peu plus facilement. Puis notre physionomie, bien, elle se dirige là-dedans, entre ectomorphe, ecto-méso, méso et endo. Endo. Et dans le sport, il y a des gens qui se lancent dans des sports. Malheureusement, ils voudraient aller et performer très loin, mais ils n'ont pas les caractéristiques physiques pour y arriver dans ce sport-là. Donc, il y a une partie physique, il y a une partie aussi psychologique. Ouais. Puis dans la performance d'un athlète, il y a de tout ça dans ça. Mais souvent, on va voir des athlètes qui vont super bien performer parce que mentalement, ils sont vraiment solides. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est 95% du training. C'est la base est vraiment la façon de te percevoir. Parce que pourquoi je posais la question, c'est que je lisais un TED Talk qui disait justement... Il regarde, admettons, il y a 20 ans, dans NBA, il y avait peut-être 2 joueurs de 7 pieds. Oui, là. Puis à Star, tu en as peut-être 40. Mais il dit, mais il n'y a pas nécessairement... Tu sais, le monde n'a pas nécessairement grandi. C'est juste que les gars, ils savent qu'à 7 pieds, c'est sûr que tu peux jouer post. Fait qu'ils le recrutent plus tôt. Moi, il n'y a personne qui m'a demandé de jouer au basket parce que je sentais juste le tour de bras des autres. Ah. Fait que, c'était pas plaisant. Encore là, t'es génial. Mais c'est sûr que si... exact. Ouais, non, je ne voulais pas dire sans d'autres choses. Mais le tour de bras est à 7 pieds. Ben ouais, c'est ça. Non, ils ont des longs tours de bras. Quand j'ai fait l'évaluation, il fallait que je monte sur une chaise. Puis même sur la chaise, j'étais à bout de bras. C'est les géants. Mais ce que je suis en train de... Si hop, tira-tu la terre, c'est elle qui... C'est parce que si tu mesures 7 pieds,
puis que tu as 10 ans, c'est sûr qu'ils vont te lancer dans le basket. Ben oui. Et si tu es un joueur qui est très corpulent, bien, ils vont t'envoyer sur la ligne au football. Ouais. Tu sais, il y a une sélection qui se fait, là, logique. Est-ce que C'est ça, le monde du sport. Est-ce que c'est... Parce que je sais que tu as travaillé avec le Canadien de Montréal. Oui, pendant 3 années, lorsque Michel Terrien est arrivé en poste, avec Marc Bergevin à l'époque. Ils sont venus te chercher? Ils te connaissaient? Oui, j'ai Parce connaissais. que tu rentres comment, là, dans le bureau? Tu fais comme, moi, m'occuper de tes joueurs. Ah non, c'est un drôle de hasard. En fait, c'est dans ce monde-là, c'est les gens qui viennent te... Tu peux pas gagner à la porte et dire... Exact. Donc, je connaissais Marc parce qu'il avait joué avec les Pingouins et tout ça. Mais c'est pas parce que je le connaissais, mais aussi Michel m'a demandé de l'aider à faire l'entrevue pour obtenir une deuxième chance de travailler avec le Canadien de Montréal. Et quand il a été nommé, il m'a dit « J'aimerais ça que tu viennes avec nous ». J'ai rencontré Marc, puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec le Canadien pendant 3 ans. C'était quoi ta job? C'était au niveau... moi, je suis docteur en psychologie du sport, donc mon travail, c'était de regarder avec Michel les joueurs, comment ils sont, leur personnalité, que lui puisse s'adresser aux joueurs, de faire en sorte qu'on va trouver un message puissant pour les joueurs avec Michel. Donc, le no excuse dans le vestiaire, le pas d'excuse, on a mis ça ensemble. Il y a plein de choses qu'on a bâties autour de ça et de s'assurer qu'on utilise le maximum de chacun des joueurs en faisant en sorte que chacun trouve sa place. Donc, un exemple, si un joueur qui ne jouait pas un soir, bien, je vais le rencontrer, voir ce qui n'allait pas. Puis souvent, ils vont dire la même chose. I think I lost my confidence. J'ai perdu ma confiance. Et là, je leur dis, bien, on va la trouver parce que tu l'avais. Puis pourquoi ça arrive? Bien, on regarde c'est quoi ses pensées. Puis très, très souvent, ce soliloque-là, ça s'appelle notre conversation interne, c'est là que se cache notre confiance, notre estime de soi, puis l'image que je vais laisser aux autres. Fait que si je travaille là-dessus, il y a des fortes chances que je vais retrouver confiance en moi. Est-ce que tu auras remarqué si les gens, plus qu'ils avançaient dans la popularité, dans leur succès, perdaient la confiance parce que les attentes étaient trop élevées? Pas nécessairement. Les athlètes qui arrivent à ce niveau-là, ils doutent tout. Tu sais, c'est comme avant un show pour toi. Parce que moi, c'est comme ça, du milieu artistique, tu as une folle confiance au début quand tu n'as pas rien à perdre. Oui. Puis plus tu avances, moins tu as de fun, puis plus c'est dans la performance, puis là, le fun part. Oui, mais la raison, c'est que lorsque tu commences, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Tu n'as pas d'attente. Donc, tu n'as pas d'attente. Les gens non plus. Non, mais un jour, tu y goûtes, tu ne veux plus le laisser. Donc, là, tu y tiens. Tu as peur de perdre des choses. Au début, tu commences dans... Puis souvent, c'est drôle parce qu'on vient de parler à Ginette Renault tantôt au téléphone parce que tu as publié une photo d'elle avec tes livres quand j'étais chez elle. Puis une fois, elle me dit, Sylvain, on va-tu ensemble? Elle dit, j'ai besoin, il faut que j'aille faire il faut que j'aille juger des jeunes d'un concours de chant. Je m'en vais avec elle, tout ça. Là, il y a des jeunes qui sont là, puis à la fin, ils viennent la voir. Puis ils disent « Ah, Mme Renault, j'étais tellement stressé de chanter devant vous, j'avais le trac, tout ça. » Puis il y en a une, à un moment donné, qui arrive, puis elle est au-dessus de ses affaires. Tu sais, une jeune qui dit « Ah, moi, j'étais pas nerveuse du tout, j'avais pas le trac du tout. » Fait que Ginette, elle dit « Fais-toi-en pas, ma petite fille, le trac, ça vient avec le talent. » Bang! Oh! Fait que si les athlètes de haut niveau sont pas stressés, ils n'ont pas peur de faire d'erreurs, tout ça. Ils évoluent pas parce que tu as besoin d'être à un niveau qu'on appelle le niveau d'activation. C'est un niveau de stress qu'on a besoin. Le stress, c'est pas quelque chose qui est négatif ou positif. C'est quelque chose qui est neutre, c'est moi qui donne la couleur. Et ça, c'est les gens veulent chercher là-dessus. C'est Anne Sellier qui a parlé de ça. Puis il a parlé de ça ici à l'Université McGill dans les années 40. Et le stress, on peut le transformer dans une puissance énorme si je sais m'en servir et qu'il ne vient pas prendre le dessus de moi. Et ça, c'est par mes pensées. C'est pour ça qu'on a écrit un livre qui s'appelle « L'anxiété, sois mon invité ». Donc, quand je suis capable... c'est pas nécessaire de le montrer, là, mais ce livre-là, il traite justement du côté du stress puis de dealer avec ce stress-là. Fait que là, l'athlète, c'est la même chose qu'une personne. Il faut qu'il y ait un certain doute si je veux me dépasser. Mais là, on parle de stress, on parle pas de manque de confiance. Mais la ligne est mince. Mais le stress puis le manque de confiance, quand je suis trop stressé, bien, je vais dépasser ce seuil-là, puis ma performance va décliner. La confiance, la première chose que les athlètes ont besoin, c'est d'avoir une bonne estime de soi. Ça, c'est le premier point. Il faut que je m'évalue d'une façon qui est adéquate, qui est au niveau que je veux vraiment performer. Si je n'ai pas une bonne estime de moi,
je ne serais pas capable d'arriver à performer. Donc, l'estime de moi, c'est la valeur que je me donne. Le deuxième, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de le dire à tout le monde. C'est en dedans de moi, c'est là, c'est puissant, c'est correct. Et la troisième chose, c'est l'image de soi, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ça, c'est bien important pour les gens. On a peur d'être jugé. On a peur de ne pas faire partie. On a peur de pas to not belong. On a peur de ne pas faire partie de l'équipe, de ne pas faire partie, de ne pas avoir le sentiment d'appartenance. Puis une fois, je travaillais avec des sumos au Japon. Ça fait 20 ans que je vais au Japon. J'adore ça, aller là. Ils ont une belle philosophie. Il y en a un qui s'appelle Kuoka, puis j'arrive où il s'entraînait, puis j'étais avec Masako, qui fait la traduction. Il a les mains jointes et les yeux fermés. Fait que je dis à Masako, quand il va ouvrir les yeux, m'en-dis à quoi il pensait. Je veux savoir ce qui se passe, c'est à quoi il pense. Et là, lorsqu'il ouvre les yeux, Masako a dit Sylvain aimerait savoir à quoi tu pensais. Puis il dit j'étais en train de remercier mon adversaire de samedi prochain. J'étais en train de dire à mon adversaire de samedi prochain merci d'être aussi bon. Grâce à toi, tu me rends meilleur. On est loin du hockey au Québec, là, où les parents, chaque côté de la patinoire, ils se crient ouais, tu l'es! Merci d'être aussi bon, grâce à toi, tu me rends meilleur. Et ça, ce message-là, il est vrai pour tout le monde. Il est vrai pour les gens dans le monde du sport, puis il est vrai pour les gens qui sont dans un monde de concurrence. Le jour où tu ne vas pas donner de respect à ta concurrence, c'est là que tu vas te planter. Mais quand tu as du respect pour ta concurrence, tu te forces à te dépasser. Donc, la barre qui est élevée par rapport aux gens avec qui tu dois compétitionner, bien, plus tu vas performer. Puis c'est la même chose quand tu es dans un gala puis que tu as des excellents humoristes avec toi, ça t'amène où? À être encore meilleur. C'est contagieux. La confiance de l'autre à côté de moi. T'écrases pas. Elle n'est pas supposée t'écraser. Elle te donne de la confiance quand tu la prends, puis cette énergie-là, tu rentres avec cette énergie-là ensemble. C'est la même chose dans une équipe aussi. Ouais. J'ai une question. J'ai une réponse. On parle de confiance, on parle du thinking, on parle du mental avant une game des Canadiens. Donc, qu'est-ce que tu penses? Puis je sais pas, moi, je regarde les télévisions, hein? Je regarde Lancer Compte, je regarde des émissions. C'est-tu vrai que les coachs crient par la tête « Hey, Tremblay, esti, comment t'as joué, mon esti, tout croche de tout cul? » Ça fait quoi la confiance quand un coach crie par la tête devant tout le monde? Puis ça commence jeune. Est-ce que c'est vrai? C'est un mythe? Bien, plus dans la Ligue nationale, de moins en moins. Il ne se crie plus par la tête, là, comme à la Messier dans le... Avant, les joueurs jouaient 20 ans dans la même équipe. C'est pas mal dépassé. Il y a des façons où on a évolué aussi, autant au niveau de communiquer avec les joueurs. Tu coachais-tu ça? La façon de parler pour le mental? Oui, ça vient avec. C'est quelqu'un qui est drôle là-dedans, c'est Bob Hartley, la façon dont il parle à ses joueurs, tout ça. Mais il y a une belle façon de parler avec les joueurs. Là. On a fait une série qui s'appelait Montréal-Québec. C'est pogné avec Patrice. J'étais là-dedans, là, moi. Je faisais... Oui, c'est moi. C'est moi qui... Il y a eu quelques entrevues, si les gens vont voir, c'est encore là. Des entrevues avec les joueurs qui parlaient au niveau de la psychologie. C'est moi qui faisais ça. Et là, bien, il y a cette façon-là de parler. Fait que moi, ça m'a toujours impressionné le côté physique qu'un athlète a besoin, mais aussi le côté mental. Mais c'est la même chose pour Céline, pour Ginette, pour des chanteurs, pour des humoristes. C'est la même... N'importe qui a besoin de performer dans la vie, il a besoin d'avoir une conversation interne qui l'amène à se dépasser et pas à s'écraser. Moi, ce qui était tough, moi, avant des games ou quoi que ce soit, c'était vraiment de savoir que tu es en confiance, de savoir que tu es préparé pour ta game, que tu peux ne pas stresser par les impondérables. Il y a les impondérables qui vont arriver qui ne sont pas dans ton contrôle, mais ce que tu pouvais contrôler, tu l'as, puis c'est correct. Mais c'était pas de partir pareil puis de me démonter ça tout seul. Me dire, OK, là, c'est Laval, c'est ma dernière game à vie, il y a 20 000 personnes, il faut qu'on gagne, j'ai un examen demain. Tu sais, c'était toute cette confiance-là, je pouvais de même, à mon année recrue. Je pouvais être correct, avoir une bonne semaine de pratique, le starting line-up, puis tout ça. J'étais solide. Ah oui, c'est fragile. Puis tout seul avant, c'est parce que faut pas que tu sois tout seul dans ta tête. Si tu n'as pas d'outils pour te ramener. Il faut qu'un athlète il devienne son meilleur ami, comme si, au lieu de se parler à lui, il parlait à son meilleur coéquipier avec lui. Ouais. Fait que si un coéquipier est avec moi, puis ça va pas bien, c'est sûr que la façon dont je vais lui parler, c'est « Hey, c'est correct, je sais que tu vas te reprendre, j'ai confiance en toi. » Mais pourquoi on le fait pas avec soi-même? Parce que souvent, on n'est pas notre meilleur ami. Puis ça, dans le monde de tous les jours, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui courent avec toi, c'est la même chose.
Il faut qu'ils soient indulgents envers eux-mêmes. Il faut qu'ils deviennent leur meilleur ami quand ils courent. Il faut que si on sautait un matin, qu'ils ne sentent pas la culpabilité. Il faut qu'ils soient capables de se dire, OK, c'est correct. J'ai peut-être repris un peu de poids, j'ai peut-être triché, mais c'est ça la vie. Ouais, La vie est faite pour être indulgent avec moi-même, pareil comme je le serais avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ça sert à rien de m'auto-détruire. Ça sert à rien de me critiquer moi-même. Il y a assez de monde qui vont le faire. Faites-en pas. Il y a quelqu'un quelque part qui va t'abaisser. Abaisse-toi pas toi-même. Ouais. Tu sais, on n'est jamais aussi bon que les gens nous disent. C'est tout le temps. On n'est jamais aussi pire qu'on se le dit. qu'on se le fait C'est dire tout le temps aussi. plus facile de se régler par les autres. T'sais. De voir quelqu'un qui fait un comportement que exactement toi, tu essaies de changer de toi-même. Ouais. C'est bien plus facile de mettre ça sur toi que juste rien dire puis essayer de te poser la question pourquoi que ça me fait quoi. T'sais. Souvent là, les athlètes, je leur dis, regarde, aujourd'hui, là, si je t'avais dit, quand tu avais 10 ans, tu serais dans la Ligue nationale, qu'est-ce que tu dirais? Hey, quand j'avais 10 ans, juste de faire la Ligue nationale, ça aurait été un rêve, mais c'est là. Tu le vis, là, Chris. Ouais, exact. Ça, c'est ton rêve, là. Fait que arrête de te plaindre, c'est correct. Tu as déjà atteint le but que tu avais. Maintenant que tu es rendu ici, tu en veux un peu plus. On va aller là, maintenant. Mais au moins, profite puis goûte de ce moment-là. Toi, quand tu es un humoriste, tu as dit un jour, j'aimerais ça faire les festivals juste pour rire. Tu es rendu, tu l'as fait. Je te félicite. À ce temps, tu veux faire d'autres choses, c'est correct, mais au moins, félicite-toi de chacun des points que tu as faits. Les gens, quand ils font un burn-out, là, ils font pas un burn-out parce qu'ils ont travaillé fort. Ils font un burn-out parce que souvent, ils sont dans un milieu où ils sont pas bien. Mhm. Ils sont pas respectés, ils sont pas valorisés. Puis là, ils sont pas heureux pendant un bon bout. Puis un jour, le cerveau fait « Hey, that's it, j'arrête. » C'est fini. Mais ce on oublie de faire, c'est qu'on se récompense jamais. Pavlov, là, il sonne la cloche, Ouais. donne la nourriture. Sonne la cloche, donne la nourriture. Le chien va saliver. Ouais. Mais si tu le récompenses jamais, sonne juste la cloche. Ça donne salivera 17, plus. Ben, il Ouais. va dire « Fuck you. » Ouais, exact. Je t'écoute plus. Mais c'est la même chose. Quand tu travailles Ouais. super fort, puis jamais tu te récompenses, tu prends jamais le temps parce que, ben non, on a bien trop de projets. On a celui-là, on a un autre projet, on a avancé. Fait que là, tu fais ce projet-là, tu sautes sur l'autre, puis jamais tu prends le temps de te récompenser. Ton cerveau dit « Hey, fuck you! Je travaille plus pour toi. » Et c'est ça qui se Ouais. passe. Mais si je me récompense constamment par des petites récompenses, C'est avec puis des attendez chips. pas que les attendez pas que les autres vous récompensent parce que tu vas attendre en tabarouette, ça se peut, ça arrive jamais. Mais toi, respecte-toi puis prends un moment avec toi-même puis récompense-toi de tous les petits efforts que tu fais. C'est drôle que tu dis ça parce que pas nécessairement être dans. Je fais le parallèle à moi, mais moi, j'ai commencé à vraiment avoir mal. J'ai eu une carrière de football, puis ça allait bien ma vie au cégep, puis tu sais, comme j'étais en contrôle, ça allait bien. Puis quand je suis rentré ma première année au football, là, j'étais fragile, j'en revenais pas que j'étais rendu là parce que moi, j'ai juste joué un an avant, fait que tu sais, je réalisais pas que j'étais rendu là. Puis là, quand j'étais comme. Ma première année, j'étais comme fébrile, puis quand que là, j'étais comme, OK, ben, tu sais, je vais pouvoir aller plus loin. Ben, c'est là que j'ai commencé à viser plus loin. Jamais vivre là, tu sais, savourer le fait que je suis là, tu sais, puis tout le temps viser. Tant que je me rends pas là, je vais pas arrêter. Les athlètes sont pas tous comme ça. Non, mais moi, c'est là que je suis rendu malade. C'est là que c'était comme, je visais tellement ça sans me demander si c'était vraiment ça que je voulais faire ou si vraiment je prenais le bon chemin. C'est là que je me suis rendu malade. Au lieu de savourer, hey man, t'étais même pas censé être là. Oui, c'est ça. Toi. Mais là, ça, là, c'est le premier message que j'aimerais ça donner aux parents. Ceux qui ont des enfants qui font du hockey, qui font du football, la première chose, on les place là-dedans pour qu'ils développent qui vont être dans la vie. Exactement. Il y en a peu qui vont réussir à atteindre un bien haut niveau et c'est pas grave. Mhm. Parce que la pire échec qui arrive à quelqu'un dans le sport, c'est de jouer dans la Ligue nationale ou dans la NFL et quand ils plus terminent, rien. ils sont écœurés tellement ils ont détesté ça, puis ils pas leur accrochent choix. leur patin. Hein, puis ils ne rejouent plus jamais. Ça, c'est un échec. Une réussite, c'est quelqu'un comme moi qui n'a pas réussi à faire la Ligue nationale, mais qui joue encore 3 fois par semaine parce qu'il ne voit pas l'imbécile quand il va arrêter. Il aime trop ça. Mhm. Je couche avec mes patins. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est spécial. Parce que, et là, ça sert à quoi? C'est que dans le monde du sport, ça sert juste à développer tes habiletés pour les appliquer dans quelque chose d'autre. C'est la même chose dans ton monde. C'est la même chose pour ceux qui nous regardent en ce moment. Tout ce que vous développez comme personne dans ce que tu fais en ce moment, ça t'amène ailleurs. Puis ça fait partie d'avoir des échecs parce que c'est là que tu apprends. Tu sais, je dis, pourquoi il y a si peu de gens qui réussissent? Parce que les gens ont peur de l'échec. Pourquoi on dit pas de l'échec? Parce qu'ils n'ont pas su relever des défis. Pourquoi ils n'ont pas su relever des défis? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Et Chris, quand j'ai écrit ce mot-là, je me suis dit, c'était un cercle vicieux. La seule façon de réussir, faut pas que tu aies peur de l'échec. Si tu as peur de Exact, l'échec, tu n'arriveras exact. pas. Fuck. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est un peu ce bout-là qui est... J'aime quand tu deviens Hein? vraiment I'm all in.
You're all in, I'm baby. all in, I'm all in. Moi, j'ai une question. Quand tu coachais le Canadien, puis là, tu avais une job Moi, je psychologique coachais à pas, faire. c'est Michel. Moi, Non, mais je veux dire, moi, le- moi, Quand j'étais t'étais j'étais- centre de premier... j'étais le coach invisible avec Michel. quand tu parlais psychologiquement, est-ce que ça t'arrivait de dire Michel, ce gars-là, il est pas là, pantoute, oublie-le. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé de dire... T'as-tu réussi à voir, excusez, on joue avec l'éclairage, Mais pas juste pour le Canada, n'importe où. Puis ça, c'est vrai dans le monde de tous les jours. Des fois, on est dedans, des fois, on ne l'est pas. Mais ça, il y a un impact quand tu le dis C'est aux ça. Canadiens. Mais là. c'est la même chose dans ton domaine. Moi, ça me fait rire parce que les gens disent... Je suis en train d'aider Steve Bégin à écrire son livre en ce moment avec Luc Gilna. Puis ça va être vraiment incroyable. Ça va être au mois de novembre, ça va sortir. Puis Steve n'a pas été le joueur le plus talentueux de Montréal, mais il a du talent. On le énorme. salue. Steve, non mais il sait, si je l'aime, d'amour, vraiment, Steve Bégin. Et c'est probablement le joueur qui a été un des joueurs les plus aimés à Montréal. Donc quand les gens me posent la question, comment c'est jouer à Montréal, comment est-ce qu'il y a de pression, c'est la plus belle place à jouer au monde. Tu veux jouer au hockey, tu veux jouer pour le plus vieux club au monde, c'est le Canadien de Montréal. Le logo du Canadien, il est plus connu que le drapeau du Canada. Fait que si tu joues au hockey et tu es un joueur qui se donne à 100 si tu te donnes à 100 c'est la plus belle place à jouer à Montréal. Si par contre, tu C'est tournes cruel. un peu les coins ronds, C'est cruel. puis tu n'es pas 100 là, c'est pas la bonne place. Fait que il n'y a pas de pression. La pression, là, n'est pas sur les joueurs de hockey. Elle est sur des parents qui sont monoparentales, qui ont perdu leur emploi, qui ont des parents, qui ont des enfants nourris. Ça s'appelle de la pression. Le reste, ça reste un jeu. Tu en as besoin, mais ils sont quand même bien payés pour faire ça. Fait que c'est pas, pour moi, je ne vais pas pleurer là-dessus. Puis si je pleurais pour eux, je serais pas le bon gars pour les aider. Donc, c'est pas de t'apitoyer et de dire, mais t'es rendu là. C'est déjà un fucking big achievement. Moi, C'est quoi le problème de Piqué Moi, je veux savoir c'est quoi le problème de Piqué. Ça, je peux pas t'en parler. Oh, disclosure. Non, mais il y a un problème. Mais tout le monde aime Piqué, Oui. mais pas Mais moi, je pas te- d'investiaire. Je te parlerai pas de Piqué ici. Ah, on salue Piqué. mais, Mais- mais on s'entend qu'il y a quelque chose, là. Juste Que le monde ne sait pas. Je sais pas c'est qui Piqué Subban. Arrête, tu vas travailler avec. C'est pour ça Moi, que je peux vois pas un t'en gars parler. qui est Comme loud, ta qui est le gueule, fun. comme ta Non, gueule. je continue, moi. Je vais OK. l'avoir les œufs. Non, c'est- tu peux pas m'avoir les œufs là-dessus. Mais Piqué, là, il est cool. Oui, c'est une super bonne personne. Il est bon C'est le joueur? numéro un. Oui, excellent. Parce que là, j'ai entendu dire qu'il n'est pas bon cette année. J'ai la aucune dernière idée, année. je suis pas seul au hockey. Je peux pas te parler de ça, Geneviève. Fait que Piqué? Non. Il est cool, Piqué. Je l'adore. Hey, Je je l'aime au te bout. dis, est fatigante. Bon, hey, moi, quand j'étais jeune, c'est comment à l'école? c'est ça. C'est Piqué. C'est ça. là. Elle va revenir plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Le bon parle beaucoup de Piqué. Mais qui te parle de Piqué dans ton entourage tant que ça? Ben, Chris, Première je fois, je savais même on pas fait que tu pas savais parler c'était qui. juste de stitch Ah ouais, les filles, avez-vous la game de ou de Piqué hier? graines T'es tout dans le court. déni, tu te mets la tête dans le sable. Mais salut moi, je les savais filles. Moi, la seule Piqué, chose que je tout peux le monde, dire, parce c'est que moi, que- je l'aime, Piqué. Pourquoi tu l'aimes? Puis là, tout le monde, parce que j'aime sa personnalité. Hey, voulez-vous que je m'en aille? Non. Salut! Ouais, on va te texter quand on va avoir fini. Là, j'entends qu'encore, là, le monde n'aime pas. Moi, je l'adore, puis on devrait tous l'aimer. Parfait. On peut passer à un autre sujet? Alors, on va revenir. Tiger Woods, Oui, il va-tu bien? Lui, c'est il va bien. OK. Il va bien. Ah, D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tiger, Piqué, ensemble. Il est-tu le fun, Tiger Woods? Toi, tu l'as côtoyé, on s'entend-tu? Oui. C'était quoi ta job avec lui? La posture? Pas sûr, oui. Il y a eu des problèmes de J'ai dos. commencé en 2003 à travailler avec lui au niveau de la T'as-tu posture. fait l'avant-après opération? Comme cette année? Il est-tu magané? C'est quoi? Mais ça non plus, je peux pas parler de ça. Mais oui, j'ai travaillé avec lui. Parce que le gars, tu sais, je veux dire... Mais c'est asymétrique. Donc, quand tu joues au golf, souvent, tu frappes les balles toujours du même côté. Donc, ça amène ton corps à être asymétrique. Exactement. Fait que le but, c'est de faire des exercices en sens opposé pour rester bien droit. Parce que sinon, tu vas avoir certains problèmes dans ta swing, puis tu vas avoir certaines douleurs aussi. Fait que ça peut être associé soit à la performance, mais aussi à la prévention de... Mais c'est quand même fou qu'il ait gagné deux. Qu'il ait gagné des championnats avec deux swings différents, avec deux corps différents. Ça s'appelle avoir du talent. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est un... Mais John Smoltz a fait la même chose au baseball en lançant. C'est un lanceur qui lançait Tom Jones, puis avec différentes motions, puis il a été blessé, puis il a modifié sa motion. Puis lorsqu'il a continué, puis qu'il a évolué plus longtemps, mais il était capable d'utiliser les deux motions différentes. Bien. Ça arrive à des gens de haut calibre. il n'y a pas aussi R.R. Dickey ou l'ancien des Toronto, là, qui était pas prêt de la lancer, il ne lançait pas assez fort, fait qu'il a commencé à développer Ouais, à papillon, la différemment, knuckleball. c'est puis- ça. Ben oui. Chacun trouve... En fait,
Les meilleurs athlètes, moi, les meilleurs athlètes, là, la question que je leur pose toujours, c'est quand ils me disent j'aimerais ça aller le plus loin possible. Donc, je leur dis OK, où? Parce que si tu ne sais pas jusqu'où tu veux te rendre, tu ne te rendras pas. Ça, c'est la première chose, c'est d'avoir un but précis. Lorsque tu as décidé de ton but précis, là, je leur demande OK, tu veux aller jusque dans la Ligue nationale. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta plus grande force? Ah, je patine vite. Bien, je leur dis qu'à partir de demain matin, travaille encore plus ton coup de patin. Sois encore plus vite parce qu'on va te remarquer sur ce que tu es excellent, non pas sur ce que tu n'es pas bon. Fait que, work your strength. Parce que si tu ne travailles pas dans tes forces, bien, on ne va pas te remarquer dans tes faiblesses. Exact. Ça, c'est le parti le plus important. J'avais une discussion. Moi, je pensais qu'on était parlé de mon enfance. On y va. Difficile. Puis... Non, mais Tiger, là. Piqué, là. Moi, ce que ça, je disais, c'est tu vas te faire regarder par ton skill set, mais tu vas te rendre par ton mental. Parce que rendu au top, le skill set, ils sont tous là. Ils sont tous C'est fous. ça. Ils sont tous fous. Je vais te donner un exemple. La Ligue nationale de hockey, supposons. Tu as 800 joueurs à peu près. Tu en as peut-être 200 qui sont vraiment exceptionnels. Tu en as un autre 200 qui sont au centre. Tu as 200 qui sont des gars qui pourraient être presque interchangeables. Puis probablement que les 100 meilleurs joueurs de la Ligue américaine ont plus de skills que ceux qui jouent sur le 4e trio. Mais ils n'ont pas développé l'habilité nécessaire à jouer à cet endroit-là. Fait qu'ils vont pas jouer là. Mais si tu comprends ça, tu vas modifier ta game pour être capable d'entrer là si tu n'es pas capable de rentrer sur les 2 premiers trios. C'est ça que, à l'époque, Guy Carbonneau avait compris. Lui, il s'est dit, moi j'arrive là, il était Steve Schott, Guy Lafleur, il y avait plein de monde. Puis là, il se disait, comment je vais faire pour me faire une place là? Puis il se dit, si je joue le style que j'ai joué junior, parce que c'était un premier marqueur de la Ligue junior majeure du Québec, si je joue de cette façon-là, je vais jouer 5 minutes par match. Mais si je joue un rôle plus défensif, j'ai l'impression que je vais jouer peut-être jusqu'à 10-15 minutes, puis 15 minutes, peut-être facile. C'est ce qu'il a fait. Fait que c'est tout en son honneur d'avoir fait ça, parce qu'il a développé d'autres habilités qui ont fait en sorte qu'il a eu sa place à lui, qui est rentré dans l'équipe à cause de ça. Dans l'histoire. Ouais. Si tu regardes du hockey en 1976, mettons, là, on laisse faire l'évolution, les casses, le hockey pour le hockey, l'athlète pour athlète. C'est-tu égal? L'athlète pour athlète, oui, mais ça a évolué beaucoup. Ouais, je Les comprends méthodes d'entraînement, la grosseur des joueurs. Donc? Les joueurs, c'est différent. Ils sont des athlètes vraiment all-around. Et à l'époque, le hockey, c'était beaucoup ici, au Québec, au Canada. Là, maintenant, le hockey, c'est international. Il y a des joueurs de partout. Donc, le bassin pour repêcher des joueurs est plus grand. Il y a plus d'équipes. Il y en avait 6. Aujourd'hui, il y a une 30 équipes dans la Ligue nationale. Donc, il y a plus de joueurs à repêcher, mais il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent aussi. Donc, puis ça a évolué dans tout, là, l'habillement, les patins. je comprends. Non, mais ça, oui. Mais nos vedettes des années 70, c'était des vedettes parce qu'il y en avait moins? Fait que c'était ça? Ou c'était des vrais? C'est des vrais pareils. Kings, là. C'est la même chose qu'aujourd'hui. C'est ça mon point. OK. C'est pareil. Toi, tu parles emblématique ou talent? Talent. Mais c'est talent, c'est... Athlétique. Les athlètes d'aujourd'hui ils ont des capacités plus grandes qu'à l'époque parce qu'on avait... L'entraînement. C'est comme si tu comparais une voiture... Mais c'est pas vrai parce qu'une voiture, c'est pas pareil. Un humain, ça reste pareil. Oui, mais je veux dire, il y a des nouvelles technologies. Oui, mais Tout l'humain évolue. reste pareil. Les jambes restent pareilles. Bien, pas tout à fait, parce que tu regardes les performances qu'ils faisaient. On courait pas en bas du 10 secondes pour un 100 mètres. Aujourd'hui, on le fait, puis tous ceux qui sont dans une catégorie élevée vont le faire, ou ceux qui sont à ce niveau-là. À l'époque, c'était pas ça. Toutes les normes, tu sais, courir le marathon, les triathlons. Là, il y a des ultra Oui, Ironman. 150 km. Bon, on faisait pas ça avant. Puis l'être humain a fait comme tout le reste, il a comme dépassé ses limites de plus en plus loin. Fait que oui, on a évolué, mais chacun, au niveau où il était le summum de ce qu'il était à ce moment-là. Donc, on ne peut pas comparer les époques, mais on peut comparer comment ils étaient comparativement aux autres dans leur temps pour le même Moi, je vais donner un niveau exemple. de performance. Non, mais ouais. Je regarde un téléroman 1976. C'était écœurant. Les acteurs étaient vraiment écœurants. Puis à cette époque-là, ils étaient vraiment bons. Je vais le regarder aujourd'hui et je vais faire... Finalement, il n'était pas si bon que ça. Si tu regardes une game
aujourd'hui, avec du Guy Lafleur, tu vas dire, finalement, ce que je vois avec mes yeux tu sais, tu as quand même les yeux. Tu vas te dire, finalement, t'es pas si bon que ça, mais pour l'époque, c'était bon. Mais C'est moi, ça je le ou- vois pas comme ça. Parce Ou que c'est vraiment qu'il était bon il était pour vrai? vraiment bon pour cette époque-là. Exact. Parce que avec ce qu'on savait, ce qu'on connaissait, les entraînements, c'était le maximum à ce moment-là. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Aujourd'hui, c'est encore la même chose, mais au niveau où on est Je rendu comprends. avec une évolution qui a suivi le reste de l'être humain. Mais- On a plus de connaissances aussi Mhm. Mais il y a, sur l'entraînement, sur le côté mental, sur l'équipement, sur tout. Mais crime, pas de casse. il y a aussi... Podcast? Il n'y avait pas de casse. Ah, il y avait pas, je pensais que tu parlais du podcast. Non, non, mais quand tu y penses. Mais Ah, ouais, on il est y a dans le aussi thème, les- pas de casse. Mais il y a aussi les incitatifs. Là. Dans le temps, là, si ton kid c'est un prodigue au hockey, mais tu sais que le but au bout de ça, il va faire 4000$, puis que toi, tu as besoin d'aider sa tête, tout ça, mais le parent va pas nécessairement pousser ce kid-là. à Comme aller aujourd'hui. vers le hockey. Aujourd'hui, tu gagnes des millions. Fait qu'il va le pousser plus. Fait que moi, je pense pas que tu avais la L'incitatif est crème pas de la pareil. crème. Mais je pense que le meilleur dans ce temps-là, qui jouait, Il y en si avait tu qui le avaient pas les compares, qui moyens. se démarquait, Ouais. c'était fou. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ouais. Dans le monde du hockey, il y a des jeunes qui peuvent pas aller faire tous les niveaux parce qu'ils n'ont pas les sous nécessaires. Il faut dire que c'est un sport qui coûte très cher. Ouais. Il y a des sports qui sont moins dispendieux, comme du soccer. Il y a d'autres activités qui c'est moins. Ça permet à une plus grande, à plus de gens de pouvoir jouer. Mais tu sais, mettons à l'âge de 16, 15, 14, 15, 16 ans, dans ce temps-là, il y avait personne pour dire viens, je vais payer ton école, je vais payer ci, je vais payer ça, je vais payer ta bouffe juste pour que tu viennes jouer au hockey parce que tu vas faire de l'argent. Aujourd'hui, ils le font. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une grosse business, puis chaque joueur est Exact. est une entreprise en tant que telle. Sylvain, tu as travaillé, hein, mais tu te rends comment à faire des conférences? Tu montes ça comment? Pourquoi tu t'es rendu à faire des conférences? Qu'est-ce qui fait que tu te ramasses sur un stage puis Ouais, tu fais à des faire ça. conférences? Parce que là, c'est pas la même affaire. Là. Non. Bien, premièrement, je fais à peu près 160 à 175 conférences par année à peu près. Puis j'ai de la difficulté à m'appeler conférencier. Parce que pour moi, je suis un entrepreneur. Puis j'ai inventé des logiciels, j'ai travaillé avec ma gang, j'ai créé une équipe. Puis ça, je prends ça, puis je raconte l'histoire, je raconte ce que je fais, puis je vais faire une partie d'enseignement. Pour moi, ça se fait lors d'une conférence, mais j'ai de la difficulté à dire, voici, tu es un conférencier. Tu sais, un conférencier, Ouais. c'est quelque chose que tu as un bagage que tu amènes, puis tu le partages aux gens. Mais on n'est pas conférencier. Tu peux pas dire, moi, ma profession, plus tard, ça va être conférencier. C'est pas une profession en tant que telle. C'est un mode de vie, c'est une expérience que tu partages aux autres. Mais pour ça, il faut que tu aies vécu certaines choses. Tu peux pas dire demain matin, je vais devenir conférencier. Bon, mais moi, je vais parler de ça. Les gens, ils veulent... Il adhère. Ils veulent avoir, mais c'est quoi ton passé, qu'est-ce que tu as fait, puis pourquoi tu prendrais le stage. Puis j'ai pas la prétention de dire, je le sais, quand je vais là, je dis aux gens, je livre, il y a des idées que je vais mettre, il faut que les gens y rient. Parce que pour apprendre, il faut que tu sois dans l'émotion. C'est dans l'émotion qu'on apprend. Donc, il faut que je sois soit triste, soit joyeux, il faut que j'aie du plaisir. C'est là que mon cerveau est prêt à apprendre. Fait qu'il faut qu'une conférence, ça soit entertainant, il faut que ça soit plaisant, puis il faut que les gens, ils vont rire, ils vont réfléchir, ils vont pleurer. Puis quand ils vont sortir de là, ils vont dire « Wow, ça, c'est venu me Ça, c'est chercher. » mission accomplie, by the way. C'est ça. Mais ça, c'est le but que je me donne pour chaque personne qui vient d'une conférence. Il faut que je la touche, elle. Puis les gens ne vont pas être touchés tous à la même chose. Puis qu'est-ce qui m'a amené là? C'est qu'un jour, j'ai amené mon entreprise jusqu'au niveau public. Je n'étais pas heureux d'être président d'une compagnie publique. Moi, j'avais nommé en plus une femme comme CEO, Chief Executive Officer, comme président-directeur général, ce qui est très rare dans le milieu d'hommes. Puis c'était la meilleure chose que j'ai faite, c'est de nommer une femme. Parce qu'elle a vu que je n'allais pas bien, que j'étais en dépression, en fait, parce que je venais de vendre mon entreprise. J'étais un peu comme rendu, puis j'étais plus en charge de ma destinée. C'était pas moi qui contrôlais mon entreprise. Ça me rendait triste. Puis elle l'a vu, puis elle m'a dit, Sylvain, elle dit, fais des choses que tu as le goût de faire, puis quand j'ai besoin de toi, je vais aller te chercher. Puis c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'études par la suite. Tu sais, j'ai étudié plus jeune, mais j'ai jamais vraiment arrêté d'étudier parce que j'avais le privilège financièrement d'être à l'aise, puis de me permettre de dire, ben moi, les sous que je fais, je vais les mettre sur mes connaissances, sur aller chercher de l'information, sur apprendre.
Fait qu'au lieu d'avoir des plus grosses maisons, puis des voitures, puis toutes sortes de choses, j'en ai aussi, j'aime ça, les belles choses, mais pour moi, c'est important de nourrir mon cerveau puis de continuer à apprendre. Tu fais des consultations, là? Oui. C'est qui va te voir? Bien, ça peut être des gens qui ont des douleurs au dos. Mais en psychologie du sport, on est vraiment dans un endroit où on va fixer des objectifs avec les gens. On va dire, OK, qu'est-ce que tu veux atteindre, où t'en es, puis comment tu te trouves, comment tu te sens. Puis les gens vont me décrire comment ils sont. Puis à partir de là, on voit vraiment quel genre de confiance ils ont en eux, puis c'est quoi leur langage interne. Fait que c'est ça que je fais beaucoup. Mais chez toi, on va te voir aussi pour la posture. Oui, il y a des gens qui vont venir me voir parce qu'ils ont des des maux de dos, niveau postural. Il y a beaucoup de problèmes de maux de dos qui sont dus à un problème postural. Donc, souvent, on a des mauvaises habitudes. On va toujours être du même côté. On va être penché vers l'avant. On va prendre un sac trop lourd, toujours du même côté. On a des habitudes. Ces habitudes-là déforment notre posture. Puis un jour, on a des contractions musculaires anormales. On a des asymétries, puis ça cause des problèmes plus majeurs par la suite si on le règle. Ça se guérit-tu? Oui. En fait, tout le monde devrait avoir une bonne posture. Mais mon cerveau, lui, n'a pas été mis avec un GPS dedans, à dire bon, là, je m'assieds droit, je suis droit. Et on s'en rend pas compte parce que si je le savais, je la corrigerais constamment, ma posture. Mais je ne le sais pas. Fait qu'il faut que quelqu'un me le montre. Et c'est très drôle parce qu'à l'Université de Paris, avec Dr. Gaget, on faisait des tests où on mettait un patient devant une ligne de plomb. Puis on lui disait, ben donne-moi ta meilleure posture. Puis là, il se plaçait. Ah, là, je suis droit, là. Mais quand ça fait 10 ans que tu es comme ça, être droit pour toi, c'est ça. Donc, il faut que tu le ramènes parce que chaque morceau de mon corps a un centre de masse. Quand il est dévié, mais ça amène un levier, puis ce levier-là, il donne une surcharge sur mon corps. Et à chaque action, il y a une réaction en sens opposé. Ça, c'est Newton. Puis ça donne des contractions qui sont plus fortes. Puis là, on se trouve à avoir beaucoup d'acide lactique, de douleur, de tension musculaire. C'est ça qui amène ces problèmes de dos-là. Non, je l'écoute. Écoute, si t'en allais, pourquoi t'es raide de même? Non, c'est parce que je t'ai vu te placer, j'ai dit, je vais-tu pas? Non, mais t'es de même. Mais là, il me parle de posture, je suis Oui, c'est ça. Ah. Alors, personne n'a vu ça. Posture assis, posture Combien de debout. livres à ton actif, toi? 8, là, je pense. T'es pas sérieux? T'écris 8 livres? Je pense que oui. Tu Attends. m'impressionnes. Mon Dieu, que ça varge. Ouais, ils sont Ouais, dans- 8, je pense. 8. Moi, j'en ai 3 avec moi. Oui, mais hey. j'ai le Je vais te TDAH, donner mais les je sais autres. pas ce qu'il est. Ben, c'est pas grave. C'est parce que t'es Les TDAH, trolls- t'as perdu. Les trolls, c'est pas. Non, mais Ils tombent dans la TDAH, lune. en fait, toi, ta femme est neurologue. Ouais, mais le premier que j'ai écrit, c'est Vivre ses rêves, pourquoi pas. Il était ici tantôt, c'est pas grave. Le deuxième, c'est. Le deuxième, c'est le hockey, c'est dans la tête. Qui est très bon, by It's the all in your way. head. Hockey, it's all in your head. Il est en anglais. Parle-nous Puis- de tes livres. Ah oui, OK. Et l'autre, c'est On s'entend. Ça, c'est écrit avec un très bon ami à moi qui s'appelle Léon Maurice Lavoie, que je salue. C'est un ange. Léon, il me suit partout. Léon, il est formé avec Jacques Salomé. Jacques Salomé a fait la préface, mais il a participé à l'écriture du livre-là au complet. Pour ceux qui connaissent Jacques Salomé, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur tout ce qui est les relations et communication entre les gens. Donc, celui-là, On s'entend, c'est à partir du travail qui a été fait avec une méthode qui s'appelle la méthode Esper. Des moyens pour mieux se connaître et communiquer. Oui, on s'entend, Ça, j'adore ça. c'est ça. Mais tu vas dans le cerveau reptilien, des Va affaires... dans- Limbique. Dans ta façon dont tu es pour communiquer, mais comment je vais vérifier avec toi? Parce que lorsque je te dis quelque chose, moi, j'émets un message, toi, tu le reçois, tu l'as reçu. Ce qui compte, le message, c'est comment tu l'as reçu. Même si mon intention est bonne, si je contre-vérifie pas avec toi que ce que je t'ai livré comme message, c'est vraiment le message que j'ai voulu te livrer, ben tu vas partir avec peut-être disant « Ah, Sylvain, il n'a pas été super gentil avec moi, mais c'était pas mon intention. » Je comprends. Mais tu n'as pas contre-vérifié. Donc, je suis responsable de ce que je te donne comme message, de ce que je vérifie, qu'est-ce que tu as reçu. C'est la même chose pour toi. Si quelqu'un me dit quelque chose qui m'a blessé, mais c'est ma responsabilité de dire à la personne « Je m'excuse, mais ce que tu me dis là, ça me blesse, ça ne m'appartient pas, je vais te le redonner. » C'est pas par rapport au ton que tu parles, c'est les mots que tu parles? C'est Parce les que- mots par ça parce peut que être le le ton, ton, ouais. oui. Dans l'intonation, la façon de le faire, tout ça, ça communique. Mais c'est ma responsabilité à moi de soit redonner le message, on appelle ça restituer le message qui m'a été donné, qui ne m'appartient pas, ou de tout simplement dire, ben ça, ce message-là, il me blesse, moi, je ne le garde pas, je le laisse de côté, puis je ne le garde pas pour moi. Puis ça, il faut enseigner ça à nos enfants. Il faut que nos enfants ne gardent pas des messages qui peuvent blesser. On garde les messages qui nous font grandir, qui nous font du bien. Ceux qui ne font pas de bien, on les garde pas. Ça ne nous appartient pas, ça. Dissocier le comportement de la parole de l'individu. Oui.
dissocier le comportement de la parole de l'individu. Oui. On a plusieurs façons de communiquer. Donc, l'individu en tant que tel, lorsqu'il me dit quelque chose, il ne s'adresse pas à moi, la personne, souvent. Il veut me dire quelque chose, mais c'est pas moi qui attaque. Comme si je dis à un enfant, c'est imbécile. Ce que tu as fait, c'est peut-être une niaiserie, mais ça ne fait pas de l'enfant qui est Un niaiseux. imbécile. Non. Un imbécile. Donc, je dissocie la parole Je de comprends. l'individu. Mon Dieu, Donc, c'est bon. je peux pas dire, t'es pas ça, c'est pas toi. On est seulement le mot être pour être. On a donné un prénom puis un nom pour qu'on te reconnaisse. Mais le reste, tout ce que je suis, c'est pas mon titre. Mon titre, ma formation, ce que je fais, c'est des choses que je fais. Ce que je suis, c'est seulement l'être que je suis intérieurement et comment je vais être avec les autres. Tu sais, dans un autre livre qui s'appelle Le leadership, une histoire de cul. C'est les différents quotients. Bon, on s'en va là! OK, on s'en va là. Les différents quotients, donc les niveaux. Le premier, c'est mes connaissances. Puis le leadership, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est les gens qui me le donnent, pas moi qui le demande. Je peux pas dire aux gens, hey, c'est moi le leader ici, ça marche pas de même. Toi, tu as le goût de me suivre, Vraiment moi, un leader, ouais, parce c'est vrai que ça. c'est toi qui décides que je vais être ton leader. Pas moi qui dis, hey, c'est moi le leader ici. Quand je fais ça, déjà là, je suis pas en train de prendre soin des autres. Chose de Je suis en train naturel. de prendre soin de moi. Le premier, c'est mes connaissances, c'est le savoir. Le savoir, c'est le QI. Je l'ai appelé QI, c'est le quotient intellectuel, c'est mes niveaux de compétences. Mais c'est ma responsabilité à moi d'aller chercher le maximum de compétences possible. Le deuxième, c'est le faire savoir, mon QR. Donc, c'est mon quotient relationnel. J'ai beau avoir les meilleures compétences au monde, mais je suis pas capable de livrer ça, je suis pas capable de le partager. Si ça ne devient pas une connaissance co-net que je partage avec toi, ça sert à rien. Donc, dans cette partie-là, il faut que je sois capable d'être généreux de ce que je connais, de ce que je sais, de ce que je suis. L'autre, c'est le QM, c'est le quotient motivationnel. C'est le pourquoi. Le pourquoi je me lève à chaque matin et j'ai le goût de faire ce que je fais. Après, c'est le quotient émotionnel, donc le QE, c'est mon savoir-être. Qui je suis vraiment? Tu sais, les gens, ils engagent des gens des entreprises pour leur savoir. Puis ils les foutent à la porte pour leur savoir-être. C'est mieux d'engager quelqu'un pour son savoir-être, puis donne-y du savoir. C'est beaucoup plus facile. Donc, engager des gens pour ce qu'ils sont. C'est fort. Et tu leur apprends. Parce que, au contraire, si tu as des gens qui blessent d'autres personnes, il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a des gens Des marges. qui sont tas de là marde. pour les autres. Ah, mais il y a 20 des gens, c'est des bons leaders. Ils aident tout le monde. Ils sont prêts à aider tout le monde. Puis tu sais, en ce moment, là, on se parle, puis les gens les plus heureux de notre société, ils sont dehors en train d'aider d'autres personnes. Les gens les plus heureux, ils sont en train d'aider d'autres personnes. C'est du bon monde, puis ils veulent aider du monde. Tu as 60 des gens, c'est des suiveux. C'est correct. Ils suivent les autres. C'est correct. Et tu as 20 des gens qui souffrent de rectomyopie. Ils ont le nerf optique branché dans le cul. Ils voient juste le côté amère de la vie puis ils font chier tout le monde. Ça, ces gens-là, tu regrettes juste une chose, c'est les jours où tu vas les mettre à la porte, tu regrettes de ne pas l'avoir fait plus vite. Parce qu'ils blessent plein de gens. Tout ça. Ils vont aller ailleurs, ils vont faire la même chose. Parce qu'ils sont toujours victimes. Ils savent pas ce que c'est que s'ils sont pas en train de se plaindre. Et quand ils se plaignent, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Bien, ils s'en vont ailleurs, puis ça va être la faute de quelqu'un d'autre ailleurs aussi. Ils seront pas différents. C'est toujours comme ça. Ensuite, tu as le quotient humoristique, c'est le QH. Celui-là, il est vraiment important. De ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Ah, moi, Chris, c'est dur de vivre ta vie en étant toi-même. Imagine la vivre en te prenant pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui se prennent au sérieux. C'est-tu assez plate, la vie en se prenant au sérieux? Chris, ça arrive sur la terre, là. On est tous ensemble, mais il y a des gens, là, hey, c'est pas drôle, ils se prennent au sérieux. Wow! Puis le dernier, c'est le QQ. C'est le questionnement. C'est de savoir que je ne sais pas. Le jour où tu penses que tu sais tout, t'étais fucking dans la merde. Einstein. C'est ça. C'est vrai pareil. Tu sais, puis Einstein a justement dit, c'est plus important d'être curieux que d'être intelligent. Puis il a dit aussi, t'es mieux d'être intelligent et de faire l'imbécile, parce que l'inverse est impossible. Ouais. Fait que- Ah, j'aime ça! Hein? Tu vas-tu me réinviter à ton podcast? Seigneur! Mais c'est ça, je te dis. Mon Dieu! Moi, j'ai vu tes conférences, puis c'est ça tout le long, là. Ouais. C'est pour ça que les compagnies C'est un ont feu besoin de roulant. ça Ouais. pour Il y en a leur qui font un façon, saut, eux là. autres. Mais non, mais c'est Imagine ça. ceux qui souffrent de rectomyopie quand je vais là. Mais non, mais c'est ça, mais ils savent pas, eux autres. Mais moi, j'ai Ils sont là, c'est à cause de lui. C'est ça. Mais c'est important parce que toutes les compagnies, les directeurs ainsi que les employés vont pogner de quoi là-dedans. Ah là. ouais, il y a des- C'est Moi, c'est bon. ce que j'aime puis ce que je trouve que tu apportes, tu permets que je te tutoie, en tout cas. J'espère bien. Comme depuis dans Tu m'as le toujours Toi, là, tutoyé. Ouais. Ça fait que toi, là. Oui, pas deux. Ouais. Je suis tombé nerveux. Ah C'est ouais. quoi j'allais dire? Je vais t'aider. Mais c'était T'allais bon. dire
il me touche, maman. Enfin, ça, on réalise ça. Non, c'est ça que j'aime, c'est que souvent, tu t'endors à être sur le cruise control, puis à faire un peu tomber dans le moule sans vraiment t'en rendre compte, puis à faire, mettons, business-wise, comme tout le monde un peu fait partout, tu sais. Puis, quand tu prends le temps de le décortiquer comme tu... Oh, tu vas me... Carl, Vas-y. ce que tu dis là, c'est tellement important. Le temps, il est compté. Puis la vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Chris, quand tu arrives à la fin, ça passe vite. Puis quand tu... ouais. Au début, il est gros le rouleau, tu te dis ça, c'est ta vie. Puis plus tu le déroules, puis plus tu déroules, moins il en reste. Puis là, tu t'aperçois que le rouleau, il déroule de plus en plus vite à la fin. Notre vie, c'est exactement pareil. Au début, on s'en rend pas compte qu'on est juste là pour un moment. Mhm. On n'est pas là longtemps. Mhm. À la fin, la seule affaire qui reste, c'est juste ton album souvenir. Tu vas arriver à la fin, là, puis c'est tout le monde, on va faire ça, on va regarder l'album souvenir, puis on va dire c'était quoi ma vie. Il n'y a personne qui va dire « Ah, j'étais tellement heureux, j'ai mis toutes les photos des gens avec qui m'ont fait chier. » Mais non, tu mets dans ton album check lui comment les je gens l'ai. qui étaient heureux. Fait qu'à un moment donné dans ta vie, il faut que tu te dises « OK, toi, là, ça fait 1 an que tu me fais chier. Tu fais pas partie de mon album. Merci, bonsoir. » C'est vrai. C'est terminé. Puis là, les affaires que tu n'arrêtes pas de te plaindre à chaque jour. Ah, si, ben, fallait plus. Tu sais, Ouais, fais d'autres c'est ça, choses. discret. Puis si tu n'aimes pas ta job, ça se peut que tu vas dire, je vais changer de job. Probablement, tu vas arriver ailleurs, ça va être la même chose. Prends des bouts que tu aimes, puis ce que tu aimes vraiment, profite-en. Check-en. Parce que la vie, là, c'est pareil comme aller manger chez ta belle-mère. Faut que tu sois allé manger chez ta belle-mère une couple de fois dans ta vie, savoir comment la bouffe chez ta mère est bonne. Fait que les bouts tough de la vie, Chris, goûte-y. Ça va mal, goûte-y. Pleure, Ouais, pleure exact. toutes les larmes de ton Je lis corps. un livre Parce en- que quand il va faire beau, puis ça va aller bien, tu vas l'apprécier encore plus. Mhm. Fait que des bouts tough de la vie, on les met pas à côté. Pleure toutes les larmes de ton corps, puis quand ça va aller bien, tu vas dire wow. Mm. Là, j'en profite, j'y goûte, puis je suis C'est conscient plate de ça. que pour apprécier la vie, il faut que tu aies passé des bouts de Non, merde. moi, c'est ça que je m'en allais dire. Non, Je suis en train c'est de lire correct. un livre qui dit... C'est vrai que Aujourd'hui- c'est plate. Ça serait le fun si c'était facile. Ça serait le fun si tout Non, très beau. mais c'est si ça tu vois, pareil. Ça serait Mais ça serait quoi le fun si Ça c'était tout serait- le temps pareil? Ça serait Non, plate. On c'est serait pas tous en dépression. Imagine là qu'on vivrait tout le monde. On vit tout le monde le jour de la marmotte. Ah, On moi, se ce lève, jour-là. c'est la là. même journée tout le temps. Mais une belle journée là. Tu prends la plus belle journée de ta vie, puis ta vie tout le temps. Mais le lendemain tu te lèves, ça va être la même affaire. Il y en a que c'est ça dans la vie là. Ils mangent la même chose le lundi, le mardi, mais tout ça est assez plate. Puis là ils sont routiniers, puis ils font tout le temps la même affaire. La vie elle est fun quand tu as des imprévus, quand tu as des affaires qui t'arrivent, puis ça fait partie justement d'en profiter des bouts tough, des bouts qui vont être le fun. Fait que je suis sûr que tu apprécies encore plus aujourd'hui le succès que tu as. Parce que Geneviève, il y a des bouts que tu as travaillé super fort, tu t'es dit, comment ça que j'ai travaillé si fort que ça, puis ça n'a pas été si facile que ça. Puis toi, tu arrives, tu pognes une idée, tu pars avec ton cellulaire, tu commences à courir, tu dis, hey, blablabla, paf, ça te transforme en une réussite. Pourquoi? Parce que c'était rendu là. La destinée. C'était ça. Tout ce que tu as parcouru avant, il était juste là pour C'était t'amener nécessaire. là. Tu serais pas la fille que tu es si tu n'avais pas vécu ça. Puis probablement, tu n'aurais pas cette empathie-là, tu n'aurais pas cette façon de ressentir la douleur et la détresse des autres si toi, tu l'as pas vécu. Fait que c'est correct. Tu sais, moi, quand je vois des jeunes qui ont de la difficulté à l'école, j'y comprends en colline. Ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de ça pour comprendre. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de vivre des moments difficiles pour comprendre les autres. Mais quand tu l'as vécu, tu sais que c'est difficile. Fait que tu apprécies les bons moments, puis tu veux aider les autres aussi. Moi, je suis né dans de l'amour, là. Incroyable. Mes parents, là, c'était... Combien d'enfants déjà? On est 1000? 8. Ouais, c'est ça, 1000. Hein? 1000. On est 8. On est 7 gars, une fille. Puis mon père a 94 ans, ma mère est décédée l'an passé. Puis 70 ans d'amour de fou. Puis à chaque soir, en ce moment, il est dans sa maison. Il veut vivre dans sa maison. Il voit presque plus maintenant. Puis, mais il est très, très vif encore. Puis on va là. Puis un soir, à chaque soir, c'est un de nous 7 qui couche avec lui. Fait que, il couche tous les soirs des 7 jours de la semaine avec un de ses fils différents. On a chacun notre journée. Moi, c'est le dimanche. Mes autres frères, il y en a c'est le lundi. Puis c'est, imagine, là, la fin de sa vie, il vit avec ses 7 gars. Puis ma soeur, elle fait toute la bouffe, puis elle s'organise pour qu'ils soient bien habillés, que ça soit tout correct. Puis on est 8, super soudés. Puis c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, celui-là. J'aimerais ça donner la même chose à mes enfants, mais dans une vie aujourd'hui où tout va vite. Mon gars est allé étudier aux États-Unis jeune. C'est difficile, hein? C'est comme on est sur un monde, tout est international partout. Là. Moi, tu me demanderas jamais ça parce que j'irai pas dormir 7 jours sur 7 chez vous quand je suis tout seul. T'es-tu, man? Tu vas être le premier à Moi, le faire. c'est ça que je voulais dire. Je vais revenir sur de quoi que je trouve vraiment bon. C'est ça que
je lis un livre aujourd'hui. Je voulais juste plugger, je lisais un livre, mais ça dit, en gros, c'est... Aujourd'hui, on a peur de pas... On trouve que pas se sentir bien, c'est pas correct. D'être triste, c'est pas correct. Faut que OK, là, je suis triste, faut que je me sente bien. Quand c'est totalement... C'est nécessaire de pas bien se sentir pour bien se sentir à un moment donné. Aujourd'hui, ce qui manque le plus aux gens, puis, tu sais, je suis pas en train de donner une leçon, mais à nos enfants, c'est qu'ils s'ennuient plus. Exact. Leur vie est tellement remplie qu'ils n'ont plus de moments où ils vont s'ennuyer, où ils vont avoir rien à faire. Mais quand tu n'as pas de moment vide, tu n'as pas de place à la créativité. Exactement. Fait que tu peux pas créer. Tu crées dans le vide. Il faut qu'il y ait un vide pour créer quelque chose. Si je suis surchargé d'informations, j'ai pas le temps de laisser à mon cerveau l'imagination de créer. Fait qu'aujourd'hui, on lit plus le livre, on va voir la vidéo. J'imagine même plus ce qu'elle a Cendrillon, je la vois. Mais quand je vais lire un livre, mais Cendrillon qu'elle imagine ou lui n'est pas la même Cendrillon. C'est parfait parce qu'elle, elle écrit. C'est sûr qu'elle a fait des sa grosses créativité. boules. C'est ça, d'autres. Oui, et d'autres, elle a des petites boules. Mais Il dit ça. C'est ça. C'est correct. Son c'est- prince, c'est un esti de chef! C'est ça. Ça arrive aussi. Ça arrive. Il y en a qui sont tout petits, mais Il y en a ce qui qui compte, il y en a qui ont besoin d'aide. tu vois, Ça quand va on vraiment parle, pas bien quand aujourd'hui. on parle de cul, regarde ce qui se passe. Tout le monde vient de ça à excusez-nous, l'envers. Il est sur son chat. Il échappe toutes les affaires. Écoute, Donc, Vas-y. ce que j'allais dire, c'est que laisser des moments avec rien de cédulé. Les enfants ils souffrent d'anxiété de plus en plus jeunes Lâchez-les. parce qu'ils sont surchargés. Ils ont l'horaire d'un président des États-Unis. Je suis sûr que les enfants d'ici sont plus buzzés que Donald Trump en ce moment. Tu sais, il faut qu'il y ait des moments libres où ils vont inventer des choses, jouer, puis être dans un mode de créativité. Quand dernière question avant de se quitter. That's the last one. Veux-tu devenir mère de ta vie? Tu t'attends-tu d'être Mère? mère? Il me semble que je te verrais Hey, à ce mère. soir, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé ça au souper. Tu devrais-tu Arrête-toi. aller dans la politique? Mais quoi qu'on l'aime, le maire de Sorel, là? Oh, on l'aime beaucoup. Monsieur Péloquin. Oui, Serge. Sage. On salue Serge. J'aime beaucoup Serge. Je l'adore aussi. Il est vraiment il est exceptionnel cool, Serge. pour notre ville. Là. Super cool. Mais Mais mettons, non, je n'irai pas en politique. ça te tenterait pas? Je lève mon chapeau à tous ceux qui le font, puis bravo. Je suis d'accord, ouais. Mais moi, je vais aller en politique le jour où les gens du côté là vont féliciter les gens qui sont de l'autre côté. Exactement. Ce jour-là, je vais aller en politique. Respecter ton Mais moi, adversaire. je trouve ça drôle que tout ce qui dit l'autre bord, c'est des imbéciles, puis tout ce qui est dit sur notre côté, c'est intelligent. Ça se peut-tu que des fois, l'autre bord a des bonnes idées? Moi, je rêve du jour où quelqu'un en chambre va se lever debout et dire « Ouais, man! Ça, c'est bon! Wow! » Il écrit ça, toi. Directement en face. Le jour où ça va arriver, j'irai en politique. Mais d'ici là, j'arriverai pas parce que pour moi, je trouve ça inconcevable. Ben, deviens cette que tout ce que personne-là. tu es d'un côté, c'est ça. Mais je suis pas sûr que je serais Ça élu tente pas. vraiment. Non, j'ai... Parce que nous autres, on a une vie les fins de semaine, puis on a Ouais, des ouais, voyages à c'est faire ça. ensemble. Ben ouais, exactement. On a d'autres choses à faire. Mais je respecte beaucoup ceux qui Ah oui, se oui, lancent non, là-dedans. c'est- Et je trouve ça dur aussi. Tu C'est sais, pas facile pour ils le- sont blancs. Tu sais, écoute, ils sont jamais donnent corrects. du temps beaucoup. Ils se font souvent critiquer, tout ça. Je suis pas certain que je suis fait assez fort pour ça. Faire critiquer, j'ai de la difficulté. Pas que j'accepte pas la critique. Ça me ferait beaucoup de peine. Mais non, on grandit avec la critique. Ouais. Sylvain Guimond, tes livres, on peut les avoir où? Dans toutes les Sont bonnes où les librairies. Sont où les autres, Carlo Tino? J'en ai vendu. Le gars, il voulait, j'ai vendu. Sont où les livres? Les gens, ils peuvent les trouver partout. C'est un monde différent. Fait que, It's all in the head. The head. ça, c'est le Mais hockey. montre-le. Non, c'est rêve. Mais tu as TDAH aussi que j'aime beaucoup. Ouais, TDAH, il y en a un sur l'anxiété. Là, il y en a un qui sort en octobre. Ça va s'appeler La thérapie, c'est pas pour les malades. J'aime ça! La psychothérapie, Où c'est pas tu pour les prends malades. tes idées pour écrire des livres. Ben, parce voyages. que... Puis celui-là, il est fait avec mon frère qui est psychologue. Donc, ça va Il- être vraiment... Pas Vonvon. Non, Jean, le plus vieux. Celui que je veux présenter à ma mère. Hein, exactement. Et On prend, Jean, on te salue en même temps. Allô, mamie? Il va faire Allô, une autre- mamie, il va oui. faire une autre thèse Tu vas voir de Jeanne doctorat sur ma Amère. grand-mère. Hé, cochonne! La charge. C'est à charrue d'hospice. Ah ouais. Non, non, mais regarde. C'est là que tu as tout appris, hein? Ah, j'ai tout appris. Mais non, mais je l'ai rencontré. Ah oui. Je le voyais avec ma mère. Ben oui. Je le voyais, là. Ben oui, madame Baladon! On va pas As-tu besoin d'aide? Hey, elle m'a dit de l'eau et du citron jusqu'à la boguine. Papa? Je suis capable, man. Il m'a aidé, man. Ça fut un grand plaisir, Sylvain Guimond. Merci c'était bien d'être plaisant. venu. Moi, c'est qu'on n'a pas pleuré. Pourquoi qu'on pleurait? Ben, je sais pas. Ici, Faut je rire, faut pleure pleurer. dans la Sylvain, quand tu parles, And I love you so.
People ask me how I live till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. The day began again, the day you took my hand. C'est quoi cette tune-là? Il chante bien, hein? Tune de vieux. Veux-tu que je fasse Ginette? Puis Ah on... oui. Oh! Mais moi... Je suis quitté. Faudrait que je sois ici. J'ai fait C'est un vrai, tu refrain. chantes avec Ginette Renault, by the way, on se laisse là-dessus, mais tu chantes avec Ginette Renault, c'est le bout de la marde. C'est un gros mot. Mais moi, je t'ai vu. Ah, c'est Si toi si qui chantes tu veux l'hymne voir national. ben, dans sa conférence, on a le vidéo où il est en studio avec Ginette Renault. C'est tellement bon. Merci. Wow, merci. J'adore t'écouter. Je t'écouterai Merci. des heures. Merci. Ta conférence, je vais la regarder encore et encore et encore. Nous Merci, autres, on va M. travailler Guillaume. ensemble OK, encore. good. Je vais vous appeler pour de l'aide, si vous voulez. OK. Puis, on va voir Sylvain Guimond en conférence. Sinon, on va acheter chez Livre. Sinon, on se rend sur sa page Facebook. Sinon, T'as-tu venez une à la page? maison, on se fait un barbecue. Ben, je suis allée oui. chez vous. Je sais que Hey. ça a l'air. On se couche pas! Wow! Merci, bienvenue. Bye bye. Merci d'être là. À telle mère, tel fils. Partagez, partagez, partagez. On en veut du monde qui nous écoute. Bonne soirée. Merci, Carl le fils. Mon petit garçon, bébé césarienne, t'as une belle tête. Merci. On n'est pas allé chercher avec des Merci. forceps. Bonne soirée! Bye bye.